Bonjour François Fillon. Bonjour. 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 Alors, bien évidemment, on va parler d'entrepreneuriat. Vous êtes dans le cadre du Salon des entrepreneurs, mais on ne peut pas faire abstraction, bien évidemment, de l'actualité générale, de l'actualité politique, de cette affaire qui parasite votre campagne depuis maintenant une semaine. Quel message avez-vous envie d'adresser sur ce sujet à toutes celles et ceux qui commencent à émettre des doutes sur votre campagne, voire remettre votre candidature en question? Un message très simple. J'ai été désigné dans une primaire de la droite et du centre exemplaire qui a réuni plus de 4,5 millions de Français. C'est un choix démocratique. Et c'est un choix démocratique qui porte une espérance, qui porte un projet politique, qui porte une philosophie, en particulier une philosophie de redressement national. Je suis aujourd'hui l'objet d'attaques calomnieuses, orchestrées, professionnalisées, sur l'emploi de mon épouse. Je suis parlementaire depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que mon épouse travaille avec moi. Si on avait voulu me mettre en difficulté sur cette question, on aurait pu le faire plus tôt. Si on le fait aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. La raison, c'est qu'on est à 3 mois de l'élection présidentielle. Donc je dis 3 choses. 1, j'ai toujours respecté la loi. 2, la justice est saisie, c'est très bien. Je souhaite qu'elle aille vite et je ne répondrai à aucune question correspondant à cette affaire parce que j'ai répondu aux juges, aux policiers, et c'est eux maintenant qui devront dire la vérité. Et enfin, la troisième chose que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas laisser, dans une grande démocratie comme la France, à 3 mois de l'élection présidentielle, une prise en otage d'un candidat dans ces conditions-là. Il y a ce que j'ai appelé, devant mes amis parlementaires ce matin, quelque chose qui ressemble à un coup d'État institutionnel. On essaye de priver un courant de pensée politique qui par ailleurs est sans doute majoritaire dans le pays, de son candidat. C'est une question qui dépasse de très loin ma personne et qui concerne l'avenir de notre pays. Certains de ces parlementaires sont en train de faire des déclarations pour me remettre en question justement le vote qui vous a désigné, puisque M. Fenech, pour ne pas le citer, a déclaré cet après-midi, c'est ce qui a été exprimé lors de la primaire, est caduque désormais. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Je lui réponds qu'un parlementaire ne peut pas remettre en cause le vote de 4,5 millions de personnes. Voilà. Et ce matin, j'étais avec mes amis parlementaires, ils étaient tous rassemblés, et ça n'était pas du tout leur opinion. Leur opinion, c'était l'unité autour de leur candidat et autour de leur projet. Une autre question, ça sera la dernière pour moi, plus sur l'aspect humain des choses. Quand on est candidat à la présidence de la République, comme vous, quand on vit une semaine comme celle que vous venez de passer, avec des attaques personnelles qui concernent votre propre femme, comment ça se passe chez vous? C'est-à-dire que, est-ce que vous n'avez pas un moment envie de dire on laisse tomber? Bon, c'est extrêmement violent. Je ne suis pas le premier qui est confronté à cette situation. Presque à chaque élection présidentielle, on a des affaires qui sortent dans ces conditions. Je ne vais pas vous dire que je passe un moment agréable, mais je vais vous dire que j'ai choisi d'être candidat à l'élection présidentielle. Et quand on choisit d'être candidat à l'élection présidentielle, on ne vient pas se plaindre ensuite de la violence des attaques. On les accepte comme malheureusement des scories de notre système démocratique, et on les affronte. Et il y a une chose que je peux vous dire, c'est que je vais les affronter jusqu'au bout. Je serai candidat à cette élection présidentielle parce que je porte un message politique qui, à mon sens, est le seul qui peut permettre le redressement national. Si on veut se retrouver au 2e tour de l'élection présidentielle entre le projet fou de Mme Le Pen et un candidat, M. Macron, sans aucune expérience et sans aucune majorité, eh bien, évidemment, il faut continuer cette violence des attaques. Alors on va revenir justement sur ce programme et notamment sur sa dimension économique. On va parler d'entrepreneuriat, un sujet qui vous est cher. On est aussi ici au milieu du Salon des entrepreneurs. Pendant 2 jours, encore une fois, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont envie de franchir le pas vont venir chercher, à partager des expériences, des conseils. On sait très bien que l'entrepreneuriat est une vague majeure qui ne cesse de prendre de l'ampleur en France. Il en faut encore plus des entrepreneurs qui franchissent le pas. Quel message avez-vous à leur adresser pour faire en sorte qu'ils soient encore plus nombreux à se lancer dans l'aventure? Et puis ensuite, peut-être avoir envie de non seulement créer une entreprise, mais de la faire grandir. Bon, le message, c'est simple. Pour créer des entreprises, il faut de la liberté. Et au fond, le seul problème de notre pays,
c'est l'absence de liberté, ou en tout cas la liberté insuffisante. Voilà, nous sommes dans un pays qui, depuis presque 30 ans, donc ce n'est pas une question de majorité de gauche et de droite, c'est finalement toutes les majorités successives, se sont ingéniées à protéger les Français contre tous les risques. Et on est allé trop loin. Et aujourd'hui, on a limité la liberté de nos concitoyens, et en particulier la liberté de créer de la richesse et de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est libérer le pays. Au fond, mon slogan, moi, c'est une France libre. Une France libre, ça veut dire un code du travail allégé, ça veut dire des contrats de travail plus souples, ça veut dire une fiscalité de l'investissement moitié moins élevée que celle d'aujourd'hui, au niveau de celle de nos amis allemands, ça veut dire des charges sociales comparables aux Anglais et aux Allemands, et ça veut dire un système de formation, en particulier d'alternance, beaucoup plus développé et beaucoup plus proche de l'entreprise. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à dire, naturellement. Mais le message principal, c'est ça. La France devrait être la première puissance économique en Europe. Elle a tous les atouts pour l'être. Ce qui lui manque, c'est juste un peu de liberté. Un peu de liberté. Quand on demande aux entrepreneurs, en particulier ceux dont ils ont le plus besoin, pour illustrer effectivement cette demande de liberté, c'est de la simplicité et c'est de la stabilité. Vous venez d'évoquer là plusieurs problématiques, plusieurs champs d'action potentiels. Une mesure à implémenter le plus rapidement possible pour aller dans le sens de cette simplicité, de cette stabilité, et une scorie, un boulet à supprimer au plus vite. D'abord, moi je veux, dès le mois de juillet 2017, faire voter par le Parlement 2 ordonnances. Une ordonnance qui réformera le droit du travail et le marché du travail, et une ordonnance qui réformera la fiscalité de l'investissement et en gros l'environnement fiscal de l'entreprise. Bon. Peut-être une mesure symbolique. Je voudrais qu'on puisse déduire de son impôt sur le revenu jusqu'à 30% de cet impôt et jusqu'à 1 million d'euros quand on l'investit dans une PME ou quand on l'investit dans une start-up ou dans une entreprise de nouvelles technologies. C'est un système qui fonctionne en Grande-Bretagne, qui a donné une satisfaction remarquable. C'est une des raisons pour laquelle la Grande-Bretagne est un pays phare en matière de création d'entreprises. Voilà une mesure que je veux prendre. Alors, une scorie, les 35 heures. Je veux que les 35 heures sortent définitivement du paysage législatif et social français. Jean-Louis. Si l'État français... Et j'ajoute une dernière chose, c'est qu'il n'y a pas un seul chef d'entreprise qui travaille 35 heures. Voilà. Très bien. Alors, si l'État français était une entreprise et que vous en étiez le patron, vous travailleriez plus de 35 heures, certainement. Oui, c'est déjà le cas. Cette entreprise, ce serait quoi? Une start-up, une PME, une grosse entreprise du CAC 40, selon vous? D'abord, moi, une ETI qui va tailler des croupières au Mittelstand allemand? D'abord, j'ai jamais estimé qu'un pays était une entreprise. Voilà, ça, je crois qu'il ne faut pas... Un pays, c'est autre chose. Vous faire un point commun avec Mme Le Pen qui nous a répondu la même chose. Oui, mais elle a raison. Un pays, c'est un peuple, c'est une langue, c'est une culture, c'est des entreprises, mais c'est aussi des personnes âgées fragiles, des gens malades, des gens qui ont des handicaps. Un pays, c'est une entité qui doit se protéger, qui doit se défendre, qui doit jouer un rôle dans le monde. Donc ce n'est pas exactement le fonctionnement d'une entreprise. On peut importer dans la gestion publique des méthodes de gestion de l'entreprise. C'est-à-dire que j'aimerais que les ressources humaines de la fonction publique soient gérées comme dans une entreprise. J'aimerais que la numérisation du secteur public soit géré comme dans une entreprise. J'aimerais que, comme dans une entreprise, on puisse faire du retour d'expérience extrêmement rapide pour corriger les erreurs. Mais une entreprise n'a pas vocation à entretenir une armée, à mettre en place un système de santé, et elle n'est pas là pour la solidarité. Or, un État a une fonction de solidarité. Enfin, si vous me demandez quand même de la comparer en termes de taille, moi, je veux que la France soit la première puissance économique en Europe. Pourquoi? Parce que je pense que le monde est beaucoup plus dangereux qu'il n'a été, qu'il y a une menace sur l'Europe aujourd'hui qui est très importante. Vous avez un président américain complètement inattendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez une Russie qui a tendance à dériver vers des pratiques qui peuvent être dangereuses. Vous avez une guerre commerciale qui est en train de se nouer avec la Chine. Vous avez ce que j'appelle le totalitarisme islamique qui est en train de prendre le pouvoir dans une grande partie du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et dans ces conditions-là, il faudrait que l'Europe soit forte, qu'elle soit rassemblée, qu'elle puisse se défendre, qu'elle puisse défendre sa civilisation. Et au contraire, elle est explosée, parce que personne ne la dirige. Et pour que l'Europe soit dirigée, il faut que la France soit debout. Il faut qu'il y ait un vrai président de la République français qui soit capable de tenir tête aux autres chefs d'État européens, qui soit capable de discuter d'égal à égal avec la chancelière allemande.
Donc oui, la France, pour moi, c'est une très grande entreprise. Une minute encore, puisque vous êtes au milieu effectivement de gens qui sont candidats à la création d'entreprises, à l'indépendance économique, sur une des mesures phares de votre programme, c'est ce statut de prestataire indépendant, et au-delà, ce que vous voulez faire pour revoir à la hausse le plafond d'activité de l'auto-entrepreneur, le fait de pouvoir devenir auto-entrepreneur à 16 ans. Quelques mots justement sur ces enjeux. D'abord, je veux dire que je me réjouis toujours d'avoir, sous l'impulsion d'Hervé Novelli, créé le statut d'auto-entrepreneur. Je ne fais pas partie des gens qui considèrent que c'était une mauvaise idée, que ça crée des problèmes de concurrence avec les entreprises artisanales. En tout cas, sur les chiffres de création d'entreprises, l'impact positif a été je n'ignore pas qu'il peut y avoir des problèmes de concurrence, mais ce que je dis toujours aux artisans, c'est ne réclamez pas la disparition des auto-entrepreneurs, réclamez que votre statut et vos charges soient ramenés progressivement au niveau de celui des auto-entrepreneurs. Maintenant, je veux aller plus loin, parce qu'on rentre dans une nouvelle économie, où grâce au numérique, chacun va pouvoir créer, en tout cas de manière très importante, les Français vont pouvoir créer leurs entreprises, créer leurs activités, et on ne peut pas le faire avec les statuts actuels. On ne peut pas le faire avec le RSI, qui est une catastrophe, on ne peut pas le faire avec la fiscalité, avec les règles du droit du travail. Donc moi, je veux créer un statut de travailleur indépendant qui permettra, au fond, qui sera une amélioration du statut d'auto-entrepreneur, avec des plafonds plus élevés, etc. Et je veux que le travailleur indépendant puisse passer des contrats de prestation de services avec les entreprises d'au moins 3 ans, sans que l'inspection du travail puisse venir requalifier ces emplois en emplois salariés. Et il me semble que ça, c'est une mesure très puissante qui devrait permettre de créer au moins 1 million d'emplois dans un délai court, parce qu'il y a un énorme potentiel. Merci François Fillon, merci en particulier d'avoir accepté ce dialogue en cette journée pour le moins particulière. Merci. Et on vous laisse entre les mains expertes de Thibault Langsade. François Fillon, bonjour. Bonjour. Alors, on ne va pas échanger au titre du MEDEF, mais plutôt le MEDEF est membre d'un collectif qui regroupe une quinzaine d'associations de membres, dont Croissance Plus, 100 000 entrepreneurs qui sont leaders dans leur écosystème. Nous avons fait 9 mesures sur la dynamique entrepreneuriale, c'est-à-dire sur l'amont, sans jeu de mots. C'est comment on peut susciter l'envie auprès des jeunes. Une majorité des jeunes sont là pour essayer de trouver, on va dire, une voie dans la vie entrepreneuriale. Ces 9 mesures, elles sont un bloc sur la simplification, un bloc sur l'éducation, et puis aussi un sujet sur la cession-transmission d'entreprise. Il y a 800 000 entreprises qui vont être cédées d'ici 10 ans. Il y a eu des lois compliquées, comme la loi Hamon sur la déclaration d'information préalable. On voudrait vous entendre. Ces mesures, vous en avez eu connaissance, et peut-être celles qui ont le plus marqué votre attention. D'abord, je pense qu'il faut complètement simplifier la transmission d'entreprise. Moi, j'ai proposé d'abord une première mesure qui vise les entreprises familiales. Je voudrais que toute transmission d'entreprise dans la famille se fasse sans droit de transmission. C'est-à-dire que tous les droits soient suspendus tant que l'entreprise reste dans la famille, pour essayer de préserver cette idée qu'il y a une spécificité de l'entreprise familiale, une stabilité de l'entreprise familiale qui doit être encouragée. Deuxièmement, je veux qu'on baisse les droits en ce qui concerne les cessions et les mutations d'entreprise. Et enfin, je veux qu'on soit beaucoup plus souple dans la décision de création et dans la décision de transformation de l'entreprise. Ça ne peut pas être uniquement une question vue sur le plan social. C'est une question qui doit être aussi traitée à l'aune des évolutions technologiques, des résultats de l'entreprise. Votre avis sur la cohésion sociale que doit générer l'entrepreneuriat. On sait que l'entrepreneur dans les quartiers est quelque chose d'important. On sait que les réseaux d'accompagnement est un élément extrêmement fort dans la réussite du projet entrepreneurial. Cette mesure qui permet finalement à un entrepreneur d'être mieux accompagné par un réseau d'entrepreneurs, mais également de pouvoir être allégé au titre de sa première année sur des charges, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez reprendre ? Bien sûr, c'est une excellente mesure. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a 30 ans, j'ai créé à Sablé-sur-Sarthe un club d'entrepreneurs. Je pense qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup en France. On n'avait pas de mesures efficaces comme celles que vous venez d'évoquer. C'était juste du bénévolat des entrepreneurs. Mais ça a permis à des entrepreneurs d'accompagner des créateurs avec beaucoup de succès. Et ma recommandation, et ce que j'essaierai de faire, c'est que ces mouvements d'association, ces systèmes d'accompagnement des entrepreneurs viennent des entrepreneurs. Surtout, ne vous mettez pas entre les mains des pouvoirs publics. Ne laissez pas des organismes publics vous faire croire qu'ils savent mieux que vous comment il faut créer une entreprise, comment il faut l'accompagner. Or, souvent, c'est ce qu'on a fait dans notre pays.
on paie des hommes et des femmes qui sont sûrement très intelligents, mais qui n'ont jamais créé d'entreprise de leur vie pour conseiller à des entrepreneurs comment faire. Voilà. Alors ça donne parfois des résultats étonnants. Je ne sais pas si on a le temps de raconter cette histoire, mais il y avait un jour dans la commune de Solesmes une entreprise comment on appelle ça, une agence matrimoniale qui s'est créée. Alors c'est une commune de 2000 habitants, donc j'étais un peu surpris. J'ai demandé pourquoi, et on m'a expliqué qu'il y avait une étude de marché qui avait été faite par la Chambre des métiers de la Sarthe, et cette étude de marché avait noté que dans cette commune de Solesmes, il y avait énormément de célibataires. Ben oui, il y a 2 abbayes. Oui. Voilà. Peut-être... dernière mesure, vous avez parlé du travailleur indépendant, ces nouvelles formes d'activité qui prennent de plus en plus de place aujourd'hui et de façon bénéfique, qui seront créateurs d'emplois aussi. La mesure que nous proposons, c'est dès 16 ans, la possibilité de devenir finalement créateur d'entreprise par l'attribution d'un numéro de tirette automatique qui serait délivré à ce jeune. Ben, c'est une mesure que je prends. Moi, je l'avais proposée pour les auto-entrepreneurs. Je suis tout à fait prêt à la prolonger. Pardon. Ça pose une question peut-être à laquelle il faut réfléchir, qui est est-ce qu'il y a des droits et des devoirs supplémentaires qu'il faut mettre à l'âge de 16 ans. Voilà. À la fois sur le plan pénal, peut-être aussi sur le plan de la capacité de création d'entreprise. Je pense que c'est un débat que je ne tranche pas, parce que je pense qu'il n'y a pas de raison de trancher tous les débats. Il faut qu'il y ait aussi un dialogue avec les Français sur ces sujets. Mais je pense que c'est un sujet important. Les jeunes ont un autre niveau de formation, un autre niveau d'information. Ils sont mûrs plus tôt que dans le passé. Ils sont plus vite lâchés dans la vie. Et donc, cette question de leur statut à 16 ans doit être posée. François Fillon, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.